Moscou brûle, en cet été de 1991. Les chars stationnent près des ponts, la radio crache des décrets qui n'engagent plus personne, et dans les sous-sols de la Loubianka, au cœur de cette forteresse carrée que personne n'approche sans frissonner, on trie à la hâte. On brûle ce qu'il faut brûler, on garde ce qu'on ne sait pas encore interpréter. On classe ce qui peut-être, un jour, dormira dans une boîte de carton sous les yeux de personne. C'est là qu'un jeune capitaine du nom d'Andreï Voronov est envoyé, détaché de son unité pour prêter main forte à l'inventaire des archives déclassifiées. Il a les épaules d'un garçon de province, les mains encore maladroites d'un homme qui n'a pas 28 ans, et l'habitude du silence, discipline propre à tous ceux que le système a déjà usés. On lui indique une travée, des piles, des chemises cartonnées, certaines éventrées, d'autres intactes, protégées par la mention « conserver à perpétuité, ne pas détruire », tracée en encre noire sur des étiquettes jaunies. La consigne lui est répétée une fois, deux fois. Tout ce qui porte le sceau du fonds personnel de Lavrenti Pavlovitch Beria ne quitte pas la pièce. Il trie. Et au milieu d'une liasse où s'accumulent les états de service, les rapports opérationnels et les bordereaux de camions, sa main s'immobilise. Une modeste chemise cartonnée, presque banale. Le format d'un cahier plié en deux, coincé là comme on cale une étagère. À l'intérieur, un cahier d'écolier à carreaux, couverture élimée. Sur la première page, à l'encre, une inscription posée avec soin, calligraphie appliquée. Journal de V.M. Sergueïeva, 1946-1953, à usage de service. Plus bas, d'une autre écriture, en rouge, le paraphe de vérification. Et, en petits caractères anguleux, ceux d'un archiviste distant, 2 lettres majuscules entre parenthèses. L, P, B. Andreï Voronov tourne la couverture. La première page est datée du 12 février 1946. Une écriture fine, de femme, très soignée. Certaines lignes presque illisibles, d'autres repassées au crayon, corrigées. En marge, 2 mains différentes ont annoté en rouge. Vérifié, confirmé, douteux. Il tourne les pages. Des entrées courtes, parfois une seule phrase, parfois un paragraphe serré. Des horaires de banquet, des tables desservies, des noms, des détails physiques, des sièges, des verres, des confidences murmurées à 3 mètres d'une femme qu'on a dressée à ne pas entendre. Le capitaine referme le cahier, inspire lentement. Il comprend alors, sans pouvoir le dire à personne, qu'il tient là une pièce qui ne ressemble à aucune autre. 7 ans d'histoire soviétique, vue de l'autre côté du mur. 7 ans de couloirs derrière les tentures, de portes de service, de cette géométrie très particulière qui a tout pouvoir absolu. Celle qui place, à 2 pas des hommes qui signent des arrêts de mort, une femme invisible tenant un plateau. Il sait aussi que ce cahier n'a rien à faire dans un carton de routine. La mention « à usage de service », la formule « conserver à perpétuité, ne pas détruire », les initiales entre parenthèses, ce sont des ordres, et pas des ordres qu'on prend à la légère. Quelqu'un, autrefois, avait estimé que ces pages devaient survivre, ou peut-être, au contraire, qu'elles devaient dormir si longtemps que personne n'irait jamais les chercher. Voronov regarde la date de la dernière entrée. 3 mars 1953. 2 jours après la mort de Staline. 2 jours où tout bascule. Une phrase, seule sur la page, d'une écriture plus heurtée que les précédentes, presque tremblée. Tout est fini. Le guide est mort. Beria a dit que mon journal n'est plus nécessaire, mais je dois écrire ce que j'ai vu cette nuit-là. Je dois. Tant que je me souviens de chaque détail, parce que la vérité n'est connue que de nous, ceux qui étaient à ses côtés. Le cahier est épais. 6 à 7 années de notes, mois après mois. Voronov n'a pas le temps de tout lire, pas le droit non plus. Mais il photographie mentalement la première page, l'auteur du journal, V.M. Sergueïeva, et l'adresse tracée d'une autre main, conservée dans le fond personnel, sous scellé, à n'ouvrir qu'après le décès de l'auteur. Ce dernier détail, surtout, le glace.
Car en cet été de 1991, si l'on suit la logique des registres, l'auteure est vraisemblablement morte depuis longtemps. Et le pays qui l'a vue naître est en train de mourir à son tour. Voronov referme la chemise cartonnée. Il la glisse dans une caisse marquée d'une croix au crayon gras. Et il remonte l'escalier de service vers la lumière grise de Moscou. Derrière lui, dans le sous-sol de la Loubianka, d'autres officiers trient encore. Certains brûlent, d'autres classent. Quelques-uns, comme lui, prennent la mesure du gouffre dans lequel l'URSS vient de basculer. Un gouffre qu'aucun document officiel ne sait décrire aussi précisément que ce cahier d'écolier. Car cette femme, Viemessier Sergueyeva, dont on apprendra plus tard le nom complet, Valentina Mikhailovna Sergueyeva, n'a jamais eu le droit d'être témoin. Elle fut serveuse de la section spéciale, employée au service du Kremlin. Elle portait des plateaux. Elle traversait des pièces où l'on décidait du sort de millions d'hommes. Elle tendait l'oreille, ses lèvres scellées par la peur, ses yeux baissés par discipline, sa mémoire seule, autorisée à fonctionner. 7 ans. 195 banquets, peut-être davantage. Le bruit des verres, l'odeur de la cire, le froissement des vestes, les murmures à la porte, les silences plus dangereux que les éclats de voix. Et, au cœur de chaque soirée, le même rituel impénétrable, réglé comme une mécanique d'horlogerie. Un maître d'hôtel qui soupire, un goûteur qui murmure à l'oreille du maître, une nappe amidonnée où flotte la vapeur d'un potage, et l'histoire qui se décide à 3 mètres d'une femme invisible. Voilà ce qu'il y a dans la chemise cartonnée. Voilà ce qu'Andreï Voronov vient de retrouver dans le plus grand tremblement de terre politique que la Russie ait connu depuis des décennies. Pas de bombe, pas de plan. Un cahier d'écolier à carreaux, jauni par les années, qui raconte à voix basse ce que les archives officielles ne raconteront jamais. Ce qui se passait, exactement, dans les coulisses du Kremlin, pendant que dehors, on mourait, on déportait, on taisait. Voronov ne le saura qu'après coup. Mais en cet instant, dans la chaleur étouffante du sous-sol, il sait déjà qu'il tient quelque chose qui dépassera son propre entendement. Il referme la caisse. Il la cède au préposé chargé de la mettre à l'abri. Et il marche vers la lumière, étourdi par l'odeur de papier brûlé qui monte des autres salles. Moscou brûle, à l'extérieur. La Loubianka, elle, ne fait que commencer à parler. Valentina Mikhailovna Sergueyeva naît le 5 décembre 1920 à Ryazan, fille d'un ingénieur des chemins de fer qui dessine des ponts dans un monde qui ne s'intéresse pas aux ingénieurs. La nuit d'août 37, son père est arraché au lit conjugal. 3 mois plus tard, sa mère meurt d'un cœur que les alertes ont brisé. La petite fille n'a alors que 16 ans, et un seul héritage, le silence et l'adresse à se rendre invisible. La maison d'enfants numéro 14 de Podolsk l'accueille. Son directeur, Pavel Ignatievitch Sokolov, est un ancien tchéquiste que la guerre civile a laissé infirme. Il sait lire la lignée d'un regard, et il voit dans cette orpheline aux mains précises, à la voix basse, la matière d'une fonction très particulière. À 17 ans, elle est convoquée à Moscou, dans les 3 étages secrets d'une école spéciale située sur la grande Loubianka, cour intérieure à l'ombre des murs massifs. 2 années d'études. Les professeurs sont d'anciens laquais du palais d'hiver, rescapés par miracle du naufrage de l'ancienne Russie. Ils enseignent l'art du service à la mode impériale, l'étiquette, le silence des pas sur le parquet, plusieurs langues étrangères, les bases de la psychologie et une matière qui n'a pas d'équivalent dans les programmes civils. Particularité du service en régime de secret renforcé. La formatrice principale, une femme d'une 40aine d'années au regard gris et au visage impénétrable, se nomme Elisaveta Pavlovna Krylova. Elle est major de la sûreté d'État et ne sourit jamais. Au bout de l'année, vient l'examen le plus difficile.
3 mois dans un centre fermé d'entraînement installé dans un ancien domaine aristocratique d'Arkhangelskoye, près de Moscou. Enceinte grillagée et barbelée, garde doublée, aucune communication avec l'extérieur. Lever à 5 heures. Exercice de plateau chargé sur des escaliers sans en renverser une goutte. Cours du vieux Nikolai Alexandrovitch Vorontsov, ancien maître d'hôtel du grand-duc Mikhaïl Alexandrovitch, qui enseigne l'art du pas de cour, ce glissement silencieux qui fait d'une servante un souffle. Études de psychologie appliquée, immobilité totale, contrôle de la respiration, contrôle du rythme cardiaque, effacement complet de la mimique. Les autres élèves jouent les provocatrices, hurlent, insultent, posent des questions prétendument secrètes. La candidate doit garder un visage de bois. La surdité sélective devient une seconde peau. L'examen final est un banquet simulé par des officiers du NKVD, conçu pour briser les plus solides. Sur 12 candidates, 5 passent. Valentina est du nombre. En janvier 46, elle est convoquée de nuit à la Loubianka, 3e étage. Un colonel anonyme, dont elle ne saura jamais le nom, lit un dossier devant elle. Sa voix ne tremble pas. « Savez-vous pourquoi on vous a choisi, vous, pour travailler au Kremlin ?» interroge l'officier. Elle ne répond pas. Il poursuit. « Parce que vous n'avez personne à perdre et personne à trahir. Vous n'êtes personne, et c'est votre qualité principale. » Valentina écoute. Elle ne fronce pas les sourcils. Elle ne respire pas plus vite. Elle apprend, à cet instant, que le néant bien gardé est une force. 3 jours plus tard, elle entre au Kremlin par la porte Spassky, accompagnée du général-major Vlasov, chef de l'administration économique. Le couloir est long, les dalles brillantes, les tentures lourdes. Vlasov lui parle sans la regarder. « Ici, vous verrez et entendrez beaucoup, mais vous êtes sourde, aveugle et muette. Un mot de trop, un regard de travers, et vous disparaîtrez comme si vous n'aviez jamais existé. » La voix de Krylova, en classe, lui revient alors, distante mais précise. Oubliez votre passé. À partir de maintenant, vous n'avez plus de parents, ni d'amis, ni de vie personnelle. Vous êtes une fonction. Votre tâche est d'être parfaite et invisible. Et un peu plus loin, presque murmuré, vous pouvez entendre la condamnation d'un homme à qui vous venez de parler. Vous pouvez être témoin de l'humiliation d'un maréchal ou d'un ministre. Votre visage ne doit trahir aucune émotion. Vous êtes une statue. Vous êtes un meuble. Le premier banquet qu'elle sert est précisément daté. Le 12 février 1946. Grande salle des banquets du Kremlin, lustre de cristal, nappe amidonnée, célébration de la victoire du bloc des communistes et des 100 partis aux élections au Soviet suprême. Ce soir-là, dans le carnet à peine commencé, elle note. « Aujourd'hui est le premier jour de mon service au Kremlin. Mes mains tremblent tellement que je peux à peine tenir la plume. Le lieutenant-colonel de la Sûreté d'État Krylova m'a prévenu. Pour chaque mot de trop, dit ou écrit, sur ce que je verrai et entendrai, la peine est la mort. Mais elle m'a aussi ordonné de tenir ce journal pour les archives. Je ne comprends pas pourquoi, mais on ne discute pas les ordres. » La salle est pleine. Molotov, Mikoyan, Beria, Malenkov, Kaganovitch. Et, au centre, de l'autre côté des verres, Staline. Valentina le voit pour la première fois. Elle mesure l'homme au silence qui tombe quand il paraît, à la manière dont tous les corps se réajustent sans qu'un mot soit dit. Elle note, en passant, la place de chacun à table. Molotov toujours à la droite du maître, glaive fidèle, le favori à la gauche, Beria en face, pour être observé, le reste selon la hiérarchie du moment. Et surtout, un détail qu'elle ne commentera pas, mais qu'elle enregistre. Le goûteur numéro 3, un petit homme en civil qui murmure à l'oreille de Staline avant chaque service.
Le toast inaugural est porté par Staline lui-même, d'une voix tranquille. À notre victoire, tout simplement au peuple qui nous fait confiance. Valentina observe le geste. L'homme ne boit pas, il trempe à peine les lèvres. Il conserve sa lucidité comme on protège une arme. Vyacheslav Molotov, à sa droite, donne des nouvelles de Leningrad. Staline hausse un sourcil. Le camarade Jdanov tarde depuis Leningrad. L'avion a été retenu à cause du mauvais temps, camarade Staline. Et Staline, en reposant son verre, le mauvais temps ? Il y a toujours un mauvais temps quand on ne veut pas venir. Au même banquet, Staline évoque un certain Mikadze de Batumi, auquel Beria serait lié et qui lui rappellerait un épisode de contrebande de 35. L'assistance rit. Beria rit plus fort que les autres. Staline sourit. C'est étrange, il se souvient bien de toi. Surtout l'histoire de contrebande de 35. Je plaisantais. Il n'y a pas de Mikadze. Mais tu dois mieux te souvenir du passé, Lavrenti. La mémoire est tout ce que nous avons. Plus tard dans la nuit, au moment où la salle se vide, Beria passe derrière Valentina. Il murmure, presque en s'excusant. Tu n'as rien vu et rien entendu ce soir. Surtout à propos de Mikadze. Je t'ai retenu. Les filles comme toi vivent longtemps. Valentina ne répond rien. Elle garde les yeux baissés, le plateau droit. Après minuit, alors qu'elle desservait une dernière table, Staline l'interpelle. Il l'appelle par son nom. « Sergeïeva, approche. Quel âge as-tu » 27, camarade Staline. Il la dévisage. « Jeune ? Tu n'es pas marié » ? Non. Bien. Le mari est une dépendance, et un homme dépendant est dangereux. Il peut trahir pour ses proches. Un temps. Sache que je vois tout. Tout. Elle incline la tête. Elle retourne à son poste. Cette nuit-là, le journal s'allonge. Elle écrit qu'elle a appris autre chose qu'une consigne. Staline prévient, dès le premier soir, que l'invisibilité n'est pas une cachette. Elle est une lumière braquée. Au deuxième sous-sol d'un bâtiment anonyme, 2 pâtés de maison derrière la Loubianka, vit une pièce qui n'existe sur aucun plan officiel. Une porte blindée, une lumière blafarde, un couloir étroit. C'est le laboratoire numéro 12, qu'à voix basse on appelle la cuisine du docteur Maïranovski. Officiellement, la chambre spéciale. Subordonné au chef du premier département spécial du MGB, ce lieu est dirigé par Grigori Moïsseïevitch Maïranovski. Petit, voûté, lunettes rondes, blouse blanche d'une propreté maniaque, professeur de toxicologie. C'est là que se fabrique une partie de ce qui finira dans les vers. En avril 47, on y convoque Valentina Sergeïeva, de nuit comme toujours. On lui bande les yeux dans la voiture, on la mène par un escalier bas, on la dépose devant une table où l'on a reconstitué à l'identique la salle à manger du Kremlin. Même nappe, même argenterie, même lustre. Un officier lui souffle, en la faisant entrer, « Ne respirez pas à fond, il peut y avoir tout dans l'air. » Maïranovski l'accueille en souriant derrière ses lunettes. Voyez-vous, un poison peut être mélangé à n'importe quelle étape. En cuisine, pendant le transport, même au moment du service. Une goutte de ricin suffit, et il suffit de toucher le bord du verre. Il déroule pour elle la mécanique. 15 étapes de contrôle, du dépôt des marchandises jusqu'à la dégustation finale. 3 goûteurs distincts, qui ne se connaissent pas entre eux. 2 dîners sur 3 passent sans encombre. Le 3e, les choses deviennent sérieuses. La cuisine elle-même est une citadelle. Le cuisinier personnel de Staline s'appelle Spiridon Poutine, un homme de Tver, 60 ans, en poste depuis Lénine. Ses plats sont d'une sobriété presque provocante. Tchitchi, kotleti, katcha. Staline, qui aime le simple,
complique tout le reste. En décembre 49, une livraison de laurier arrive du Caucase. Spiridon l'incorpore à sa Solyanka. Staline repose sa cuillère. Quelque chose ne va pas, le goût est différent. Qu'as-tu ajouté? Nouveau? Qui a vérifié ce lot? Spiridon ne sait pas. Spiridon ne saura jamais. Le fournisseur est arrêté en Géorgie, le magasinier disparaît, Spiridon est rétrogradé aide-cuisinier. Staline, lui, ne touchera plus jamais de Solyanka. On apprendrait plus tard, à Moscou, à mesurer le prix de ces menues différences. À côté des plats ordinaires, Maïranovski compose autre chose. Des produits qui troublent temporairement la raison. Des substances qui délient la langue mieux que tout vin. Des poudres qui font oublier à celui qui parle ce qu'il vient de dire. Testé sur 143 sujets, consignés dans des cahiers que personne ne lira jamais. La doctrine est exposée sans détour. Le poison le plus efficace, ce n'est pas celui qui tue, c'est celui qui force un homme à se trahir lui-même. 3 gouttes dans un verre de vin, au bout de 15 minutes, la personne commence à dire la vérité. Toute la vérité qu'elle cachait depuis des années. L'assistance du banquet du 9 mai apprend la nouvelle, la semaine suivante. Le commissaire du peuple Voznesensky, qui avait exprimé des doutes sur la politique économique, est arrêté. Quelques jours après, le maréchal Novikov, confessé à table en termes sobres, est à son tour cueilli. Maïranovski, à ce qu'on murmure, ne s'en vante pas. Il consigne. Et Valentina, à sa manière, consigne aussi. Mais la pièce maîtresse, dans cette mécanique, n'est pas celle qu'on croit. C'est le plat numéro 7, apporté chaque 7 du mois dans la salle à manger personnelle de Staline, jamais servi aux autres convives. Un conteneur scellé arrive du laboratoire. À l'intérieur, un mélange que Staline consomme seul, debout devant la fenêtre, à la nuit tombée. Il l'explique lui-même, un soir de février 51, à celle qui lui tend le plateau. Sais-tu qui c'est? C'est une vaccination contre la crédulité. Chaque mois, je mange ce qui pourrait me tuer. Microdoses de différents poisons. Maïranovski dit que cela crée une immunité. Il sourit, presque goguenard. Pourquoi le 7? Parce que le 7 novembre 1917 a commencé notre révolution. La recette du plat numéro 7 n'existe nulle part en clair. Elle est entièrement chiffrée, chiffre et symbole, signée d'une main qui n'est pas celle de Maïranovski, mais celle de Lavrenti Beria. La date portée au bas, 7 novembre 45. Une mention marginale, à demi effacée, que Sergueïeva relèvera plus tard, fait frémir. Composant X, opération Enormos. Enormos, le nom de code du programme atomique soviétique. Pourquoi ce sigle figure-t-il sur l'étiquette d'un plat cuisiné? Elle ne le saura jamais avec certitude. Elle note, sans plus. Le stock ST1, dans le même esprit, est entreposé au domaine de la Blinaya Datcha, à Kuntsevo. Boîte étiquetée d'un simple sigle, valant 1 mois de salaire ouvrier chacune, censée produire des produits supérieurs. Valentina ne les verra jamais qu'à distance. L'entrée du garde, la grille, l'odeur aigre de l'isolant. Mais elle sait que ces boîtes existent et que 2 fois par semaine, un avion parti de Tbilissi dépose à Moscou du soulougouni d'affinage particulier, de la tchourtchkela d'un village précis de Kakheti, du vin des caves des princes Bagration. Une géographie intime, cueillie à la louche pour le chef. Chaque convive a ses faiblesses notées. Beria, dit-on, aime le piquant, qu'il transpire. À lui, les djatchkalia relevés, les karchos qui arrachent la gorge. À Molotov, en revanche, une nourriture insipide. Poisson bouilli sans épices, à l'image de l'homme. Khrouchtchev, lui, descend vers sur vers de Salo et d'Orilka, comme un moujik qu'il n'a jamais cessé d'être. Mikoyan, gourmet des côtelettes, reçoit les délicatesses importées. Bourgeois, grince Staline en aparté. Et chaque mois,
reviennent les dîners souvenirs. Stroganina sibérienne de Touroukansk, kacha de soldats de Tsaritsine, chachlik d'agneau de Gori. Géographie de la mémoire, stratifiée en cuisine. En novembre 1948, lors d'un banquet à la datcha, Staline fait goûter un plat à un jeune serveur géorgien qui s'est avancé par mégarde. Essaie, vois si c'est bien préparé. N'aie pas peur. Si c'est empoisonné, nous mourrons ensemble en compatriotes. Le garçon blêmit, obéit. Staline rit. Personne d'autre ne rit. Le ministre Ignatieff, à un dîner de mémoire, s'aventure sur l'anecdote de la famine en déportation. Staline le regarde, repose sa fourchette. Ignatieff est limogé la semaine suivante. 1 mois plus tard, il disparaît. Au banquet de décembre 51, où l'on devait servir la traditionnelle olivier du Kremlin, gélinottes, capres, sauce française, les gélinottes sont remplacées par du poulet, les capres par des cornichons, la sauce française par une mayonnaise à l'adjika géorgienne. Staline annonce que la recette d'Olivier, mort en France avec son secret, doit désormais s'appeler Hermitage. L'assistance applaudit. Valentina note « Le secret doit mourir avec ses porteurs ». En quelques mois, la mécanique atteint son rythme de croisière. 15 contrôles par plat, 3 goûteurs masqués les uns aux autres, un laboratoire cuisine à 2 pas de la Loubianka, un plat numéroté que le maître avale en privé, un protocole où chaque verre pourrait être une sentence. Valentina n'a pas le droit d'y penser. Elle n'a pas le droit non plus de ne rien voir. Elle sert, elle passe, elle enregistre. Et chaque ligne qu'elle couche dans son cahier, ce soir-là, redevient un filament supplémentaire de cette pelote dont personne, du vivant de Staline, ne connaîtra l'extrémité. 20 minutes de route depuis le Kremlin. Un bois de bouleau, une grille basse, une maison peinte en vert que rien ne distingue des datchas voisines. C'est la Blijnaya datcha de Kuntsevo, et c'est là que Staline se retire quand il veut, dit-il, se détendre. L'intendante, Anna Stepanovna, prévient Valentina dès son premier service. Ici, le camarade Staline se détend et exige que tous se détendent, mais c'est le plus dangereux. Quand un homme est détendu, il dit un mot de trop. La salle à manger est modeste. Une longue table d'acajou, des carafes de cristal, de la vaisselle frappée de l'emblème d'État, des rideaux lourds qui ne laissent passer qu'une lumière d'aquarium. Le premier dîner auquel Valentina assiste à Kuntsevo, en mars 1946, réunit Molotov, Mikoyane, Kaganovitch, Vorochilov. Pas de Beria. Staline porte le premier toast. Le pouvoir, c'est du théâtre. Nous sommes tous des acteurs, sauf que l'histoire nous attribue nos rôles. Sur la table, chaque verre a déjà son sens. Valentina apprend vite le code qu'Anna Stepanovna lui murmure en rangeant les bouteilles. La vodka, ce sont les conversations graves. Le vin de Géorgie, la nostalgie. Le cognac, la fête ou la décision. Le champagne, les ennuis à venir. En avril 1948, le champagne est au programme. Abakoumov est là, ministre de la Sécurité d'État. Staline le regarde à peine. Travailler ? Tito regarde de plus en plus vers l'ouest. Peut-être travaillez-vous avec les mauvaises personnes ? Au tour de table suivant, il précise. Tes gens à Belgrade ont échoué, tous, jusqu'au dernier. Tito les a identifiés et expulsés. Tu le savais ? Abakoumov balbutie. Staline repose son verre. Je suis déçu, Victor. Très déçu. La semaine suivante, limogeage. Le mois d'après, arrestation. Les mois passent et les codes se confirment. La machine à purge aime les variantes. En mai 1949, pour les 6 mois de festivités qui accompagnent le 70e anniversaire de Staline, on force le maréchal Koulik à jouer le tamada, à porter 200 toasts à lui seul. Au 40e, il s'effondre sous la table. Staline rit. Koulik est limogé 1 mois après, envoyé à la retraite comme un vieil outil qu'on n'use plus. L'hiver suivant,
À Kuntsevo, c'est un autre jeu qui commence. Devinez la pensée. Staline propose à l'un des invités de dire tout haut ce que le guide pense à cet instant de lui. Celui qui devine est promu. Celui qui se trompe paie l'erreur. Kosygin, ministre de l'Industrie légère, tente sa chance. Vous pensez que je peux faire mieux ? Et vous avez raison. Staline incline la tête, presque amusé. Promu dans la semaine. Voznesensky, confiant, sûr de son étoile, s'aventure à son tour. Il se trompe. La semaine d'après, il est arrêté. En février 51, autre dîner, autre piège. Le jeu s'appelle cette fois « l'espion anglais ». Staline désigne le cercle du menton. L'un de vous est un espion anglais. Devinez. Silence de crypte. Manenkov se racle la gorge. Si l'on parle logiquement, c'est Lavrenti Pavlovitch qui a le plus de contact avec les étrangers par la ligne du renseignement. Beria ne bronche pas, renvoie la balle. Et si c'était Georgi Maximilianovitch, prénom allemand d'ailleurs? Staline les regarde à tour de rôle, relève son verre. Bon, j'ai plaisanté le vieux. Vous êtes tous mes loyaux compagnons. Trinquons à cela. Personne ne sait si c'est du jeu. Aux tables parallèles, invisibles mais présentes, les épouses se tiennent. Polina Djemtchoudjina, épouse de Molotov, ancien commissaire du peuple à l'industrie du poisson. Aktchen Mikoyan, les filles Kalinine, Boudioni, Poskorbichev. Elles bavardent, reprennent du vin, échangent des nouvelles qui n'en sont pas. Nikoyan glisse un jour « Anastas dit que sous le camarade Staline, chaque jour peut être le dernier. » 2 semaines plus tard, Djemtchoudjina est arrêté. En décembre 49, une autre silhouette prend possession de la table. Mao Tse-tung, à la tête d'une délégation de 40 personnes. Il a son propre cuisinier, son propre goûteur, ses propres murs. Le banquet du 16 décembre est servi sous le lustre. Le bortsch, ce soir-là, est rouge sombre. Staline, qui en prend toujours une louche, repose sa cuillère. Allergie ou démonstration ? Dans son monde, rien n'arrive par hasard. Mao sourit, on change de plat. Le 21 décembre, nouveau banquet. Mao offre à Staline une boîte laquée. À l'intérieur, un dragon de jade et un parchemin. Mao traduit à mesure que Staline déballe. Le dragon, symbole du pouvoir impérial en Chine, mais aussi de la prudence. Un dragon reste sur ses gardes, même en dormant. Staline hoche la tête. Chez nous, en Russie, on aime davantage les ours. L'ours est direct. On ouvre le parchemin. Mao lit lentement. Les empires naissent et meurent. Seul le peuple est éternel. Un silence tombe. Staline plie le parchemin, le glisse dans sa poche. Sur le chemin du retour, dans la chambre de Mao, on trouve une poudre résiduelle dans une soucoupe, de l'encens traditionnel chinois. On range la soucoupe, on n'en parle plus. Churchill, lui, vient d'un autre bord de la guerre. Octobre 44, dîner à 9. Staline, Molotov, Eden, les interprètes, le Britannique et son équipe. 18 toasts à la suite. Churchill note sur un carnet caché sous sa serviette, à la manière d'un journaliste clandestin. Sa phrase fétiche, qu'il murmure en levant son verre, « Nous nous ressemblons. Tous deux des pragmatiques, tous deux savons ce qu'est le pouvoir. » Staline lui rend la politesse. La différence, Sir Winston, c'est que moi je construis un monde nouveau, et vous essayez de conserver l'ancien. Nous verrons quel monde sera le plus solide. Dernière soirée, Churchill se penche. Bientôt, très bientôt, nous aurons une bombe qui changera tout. Une bombe, une ville. Le premier à savoir sera le Japon. Et ensuite, nous verrons qui est ami, qui est ennemi. Staline écoute sans répondre. Le lendemain, en rangeant la pièce, on découvre derrière un radiateur un dossier de négociation, une feuille de calcul atomique et un schéma du MI6 chiffré
à l'intérieur d'une lettre d'amour. Sur la marge, des notes. Il bluffe sur la Pologne. Ne pas céder. Céder. Ne céder sous aucun prix. Le code est cassé 1 mois plus tard, le service réorganisé en catastrophe. Et l'on murmure, dans les couloirs, une phrase à peine croyable. Son secrétaire personnel, Guy Burgess, était un agent soviétique. C'est dans cette maison verte, au milieu des bouleaux et des champs de neige, que se joue l'autre moitié de l'Empire. Les verres teintent, les toasts s'enchaînent, les phrases qui tuent passent pour des plaisanteries. Valentina serre, passe, recule. Elle note les visages, les mains qui tremblent sous la table, les rires forcés, les silences trop longs. Elle note ce qu'elle voit. Et ce qu'elle ne voit pas, mais qu'elle devine, à travers les rideaux tirés, derrière les portes qu'on pousse sans bruit, ce qui se prépare, loin des lustres, pour des millions de gens qui ne sauront jamais comment tout cela a commencé, autour d'une table à la campagne. Janvier 53. La méfiance est devenue le climat naturel des salles à manger. Le miroir est accroché dans la salle à manger pour voir qui entre. Les cuisiniers changent chaque jour. Staline exige que Beria goûte désormais ses plats, que Malenkov boive dans son verre. Le filet de suspicion s'est tendu à se rompre. Le 13 janvier, dîner restreint. Staline accuse le professeur Vinogradov, son médecin depuis 20 ans, d'être un espion anglais. Il parle en regardant ses convives les uns après les autres. Le professeur Vinogradov m'a soigné pendant 20 ans, et il s'est trouvé un espion anglais. Représentez-vous, les camarades, ce qu'il aurait pu faire pendant toutes ces années ? Il laisse planer. Qui sait combien d'autres Vinogradov il y a parmi nous ? Dans la pièce, personne ne respire. Le 20 janvier, on fête l'anniversaire de la mort de Lénine. Les couverts sont dressés pour les médecins arrêtés. Vinogradov à la droite de Mikoyan. La place reste vide. Au dîner du 5 janvier, Vinogradov, qui n'est pas encore arrêté, lève son verre devant Staline. « Je vous souhaite, camarade Staline, de vivre 100 ans. » Staline repose le sien. « Craignez-vous pour mon cœur ou pour le mien ?» Vinogradov, qui a la politesse des hommes épuisés, répond « Il est fatigué. Vous travaillez trop. Vous dormez trop peu. C'est dangereux à votre âge. » Staline sourit, glacial. Le lendemain, Vinogradov est arrêté pour traitement vreditelskoye. Sa femme apprend la nouvelle par la tasse. Le rituel de la cuisine épreuve entre désormais dans les mœurs. Staline fait servir un zalivnoï de sterlet par un cuisinier qu'il ne connaît pas. L'homme doit en manger une bouchée, debout au milieu de la salle, et attendre 5 minutes. Staline le regarde, sans sourire. Je n'aime pas le poisson qui ne nage pas. Le cuisinier reste debout. Personne ne dit mot. Beria, désormais, a son propre goûteur, qui voyage avec lui comme une seconde ombre. Malenkov, lui, ne mange plus au Kremlin. Sa femme lui apporte ses repas de la maison, dans des boîtes marquées à ses initiales. Molotov, lui, ne vient plus du tout. Il prétexte la maladie de sa femme, Jemtchoudjina, qui moisit en détention. À Kuntsevo, on sert la même cuisine, mais le silence est plus épais. Une semaine avant la fin, Staline prononce, à voix presque basse, en présence de Valentina, « Ils attendent tous que je meure. Mais je les survivrai tous. Même mort, je vivrai plus longtemps. » Une façon d'avertissement, presque de testament. Personne n'ose répondre. Le dernier banquet avant la nuit du 1er mars ne ressemble pas aux autres. 4 convives seulement. Beria, Malenkov, Boulganine, Khrouchtchev. Pas de Molotov. Kuntsevo, 22h. Staline paraît en gymnastiorka, sans kittel, comme on se présente chez soi. Et c'est lui qui verse le vin, qui vide son propre verre au premier toast, ce qu'il ne fait jamais. Une manière de dire, sans le dire, que la soirée sort de l'ordinaire.
Il parle d'une nouvelle grande purge. Il regarde Beria. Commençons par le MGB. Là-dedans, les ennemis se sont installés. Ignatiev dit qu'Ignatiev lui-même est un ennemi. Beria encaisse, sans ciller. Vers 2 heures du matin, un changement. Staline pâlit. Sa main droite tremble, il la cache sous la table. Il demande qu'on ouvre la fenêtre. On apporte un médecin pressenti. Il refuse. Je me passerai de médecin tueur. À 3 heures, il congédie l'assemblée. Ça suffit, camarades, le vieux est fatigué. Rentrez chez vous. Aux protestations de Beria, inquiet ou feignant de l'être, Joseph Vissarionovitch, vous sentez-vous vraiment bien ? Staline répond, presque distrait, et toi, peu t'importe, Lavrenti. Va-t'en, dors tranquille, pour l'instant. Valentina sort à 4 heures du matin. Son dernier regard vers le bureau, Staline est assis près du feu, seul, le regard dans la cheminée. La garde reçoit l'ordre de ne pas entrer avant d'être appelée. À 4h30, la lumière du bureau s'éteint. C'est sur ce dernier banquet, sur ces 4 heures du matin, que le récit bascule. La mécanique, depuis des années, broyait des hommes. Ce soir-là, c'est elle qui semble s'arrêter, ou plutôt qui attend d'elle-même son nouveau tour. Valentina rentre à pied par le sentier enneigé. Derrière les bouleaux, la maison verte reste éclairée un instant encore, puis se tait. Et le monde qui va suivre, personne ne le connaît encore. Le 1er mars 1953, Valentina se réveille à 4 heures du matin. Elle ne sait pas pourquoi. Un bruit peut-être, un glissement dans l'obscurité, une intuition que rien ne justifie. Elle apprendra plus tard qu'à cette heure-là, dans la pièce basse de la datcha, Staline a glissé du divan et n'a plus pu se relever. Elle se rendort. Personne ne l'appelle. À 10 heures, la garde s'inquiète enfin. Le commandant Starostin ouvre la porte, trouve Staline au sol, en sous-vêtements, trempé d'urine, la main droite tendue vers le vide, le regard fixe, la respiration rauque. On court chercher Valentina. Elle se penche, prend le pouls. Il est vivant. C'est une attaque. Il faut un médecin. Vite, un médecin. Starostin hésite. Tout médecin est arrêté. Beria arrive, jette un œil au sol. Le camarade Staline dort profondément. Ne le dérangeons pas. Malenkov murmure, derrière. Et s'il se réveille et demande pourquoi nous paniquons ? Beria, sans se retourner, il nous accusera nous-mêmes de tentative d'empoisonnement. Le délai court. 9 heures passent avant qu'on fasse venir des soignants, lesquels sont précisément ceux qui restent en poste, les meilleurs étant sous les verrous. Le professeur Loukomski se présente vers 19 heures, ausculte, rédige son constat. 260 sur 120, hémorragie cérébrale massive. Que peut-on faire ? Des sangsues, de la glace sur la tête, du repos. Traitement d'un autre âge, presque rituel. Le 3 mars, Sveltana Alilouyeva est autorisée à entrer. Elle reconnaît à peine son père, la main gauche paralysée, la droite inutile, le regard lointain. Staline, dans un sursaut de lucidité, lève une main qui ne lui obéit plus et pointe du doigt la photo de sa fille enfant, sur la table de chevet. Sveta. Sveltana s'approche. « Papa, c'est moi ?» 11 mots échangés. Puis le silence revient. Le 5 mars, à 21h50, la respiration s'interrompt. Valentina est dans la pièce. Elle voit la main de Staline se lever une dernière fois, lentement, à demi crispée, comme pour maudire l'assistance. Le regard se dirige, un bref instant, vers Beria. Puis plus rien. Beria sort le premier, sans un mot. Il marche dans le couloir. En voiture, au Kremlin, immédiatement. Le 6 mars au soir, Valentina sert le souper de la succession. Beria prend la place de Staline en bout de table. À sa droite, Malenkov, à sa gauche, Molotov. Au milieu, Khrouchtchev. On parle à mots couverts du culte de la personnalité,
des médecins qu'on va libérer, du pouvoir qui se redistribue. Beria annonce l'amnistie. Khrouchtchev sourcille, Molotov manœuvre, Kaganovitch observe. Le 26 juin 1953, jour pour jour 100 jours après la mort de Staline, Beria est arrêté au Kremlin sous la menace des blindés du maréchal Joukov. Le 23 décembre 1953, il est exécuté au sous-sol de la Loubianka, ce même sous-sol où, 10 ans plus tôt, on triait ses archives et où l'on avait glissé, dans une chemise cartonnée, le cahier d'une serveuse. En 1957, les vagues de licenciements commencent. Les serveuses staliniennes, ces femmes de l'ombre formées à la Loubianka, sont remerciées sous divers prétextes. Valentina est mutée au restaurant Moskva, puis au Praga de l'Arbat. Elle ne dit rien. Elle écrit parfois, à la nuit tombée, dans des cahiers qu'elle cache. En 82, un homme se présente, se disant historien. Il insiste. Il menace à mots couverts sa petite fille Katia. Valentina comprend qu'on ne lui laissera jamais parler. Elle décide ce soir-là de cacher l'essentiel. Une cassette portant le numéro 312 dans un coffre de la banque Vnechtorgbank. Les clés sont confiées à Katia avec une consigne simple, presque militaire. 2 ans après ma mort. En 85, un incendie ravage les archives de l'administration du Kremlin. Les dossiers du personnel de la section spéciale brûlent. Valentina est persuadée qu'on a voulu effacer les traces. En 87, elle accepte une intervention télévisée qu'on interrompt brutalement. Elle avait seulement dit, en évoquant Staline, « Il était un homme terrible, mais un homme. Pas un démon, pas un dieu. Un homme qui a reçu le pouvoir absolu. Et ce pouvoir a détruit en lui tout ce qui était humain. » On lui coupe le micro. En mars 89, la veille de sa mort, elle reçoit un journaliste du magazine Ogoniok. Elle parle avec lenteur, en pesant chaque phrase. Le plus terrible, ce n'est ni les morts, ni les arrestations. Le plus terrible, c'est comment des gens ordinaires se transformaient en bourreaux, et comment les bourreaux restaient des gens ordinaires. Beria pouvait signer une liste d'exécutions et parler tendrement de ses enfants. Staline pouvait envoyer à la mort un vieux compagnon et pleurer sincèrement sur une romance géorgienne sentimentale. C'est pire que tout, la banalité du mal. Le 4 mars 89, Valentina Mikhailovna Sergeyeva meurt à Moscou, jour pour jour 36 ans après Staline. L'infirmière qui l'accompagne note ses dernières paroles. « J'ai tout dit. Qu'on ne me juge pas. Le temps jugera. Mais les énigmes restent. » En août 91, Katia ouvre la cassette 312. À l'intérieur, le manuscrit complet, une copie des écoutes, une enveloppe scellée. Sur le plat numéro 7, Sergeyeva révèle l'addition que personne n'a jamais vue. Des microdoses d'isotopes radioactifs glissés dans la préparation sous le nom de code Enormos, la branche du programme atomique soviétique consacrée à l'étude de l'effet des radiations sur l'homme. Staline, dit le cahier, s'était porté volontaire, croyant à un allongement de la vie. Une liste de 23 noms de hauts fonctionnaires réputés recrutés par des services étrangers. 3 ministres, 2 généraux, un académicien, tous actifs en 91. Une conclusion médicale datée du 4 mars 1953, signée du professeur Loukomski, et complétée d'une autre main. Traces de warfarine en dose thérapeutique, administrée régulièrement depuis au moins 2 mois, susceptible, chez un hypertendu, de provoconception hémorragie cérébrale. Source impossible à établir. Enfin, une entrée de journal du 27 février 1953. Staline absorbant de petites pilules blanches devant Sergeyeva. Le médecin de garde avait répondu « aspirine ». Ce n'était pas de l'aspirine, note Valentina. Le cahier s'arrête là. La guerre froide continuera, sans répondre. À la fin du film,
La caméra s'attarde sur la caisse de bois où Andreï Voronov a refermé la chemise cartonnée, en cette chaleur d'août 91. Puis sur la photo floue d'une femme de dos, en tablier blanc, près d'une porte de service. Puis sur une page du cahier, à demi effacée. La dernière phrase. Trembler. La vérité n'est connue que de nous, ceux qui étaient à ses côtés. Noir. Silence. Tintement de verre, à peine audible, quelque part dans la neige.